et je vais commencer par vous emmener au Japon sur les lieux de la mort ritualisée d'un très grand esthète, Yukio Mishima. Mishima, mort par seppuku. Enfin, nous en Occident, on dit qu'il s'est fait harakiri. Voilà, en quelque sorte, l'événement a fait grand bruit dans ce Japon de 1970. Il faut vous dire que cette forme ritualisée de suicide n'avait plus cours depuis l'extinction des samouraïs un siècle plus tôt. Et nous finirons l'émission plus légèrement par un retour aux origines. Oui, tout en restant dans le registre de l'intime pour nous demander ce que nos ancêtres portaient sous leurs vêtements. Autrement dit, à quoi ressemblaient, il y a plusieurs siècles, les sous-vêtements. Pour le moment, nous partons pour l'Empire du Soleil Levant. Il disait vouloir faire de sa vie un poème. Et Marguerite Yourcenar nous dit qu'il a fait de sa mort sa plus grande œuvre, une œuvre spectaculaire à la mise en scène, disons-le, assez terrifiante de notre point de vue en tout cas. Le 24 novembre 1970, par une belle journée d'automne bien ensoleillée, l'écrivain Yukio Mishima, qui est alors un des auteurs les plus populaires au Japon et qui est célébré mondialement, Mishima donc fait une tentative ratée de coup d'État au quartier général de l'armée de Tokyo et quelques minutes après, il se donne la mort à la manière des samouraïs par seppuku, ce suicide rituel par éventrement. Évidemment, devant des témoins épouvantés, l'écrivain va procéder au rituel funèbre. Il se découpe littéralement les entrailles avec un poignard, puis, comme l'exige le rite, un de ses disciples lui assène le coup de grâce. Il soulève au-dessus de la tête de Mishima un long sabre et le tranchant de la lame siffle dans l'air. En quelques secondes, évidemment, tout est réglé. La tête tombe et c'est l'un des grands esprits du pays qui disparaît. Ce jour-là, on peut le dire, le Japon est sous le choc. Ça fait plus d'un siècle que le harakiri, comme nous disons, est officiellement interdit au Japon, plus d'un siècle que l'époque des samouraïs est révolue. Alors, vous savez que certains se sont fait harakiri, certains ont pratiqué le seppuku, notamment au cours des guerres mondiales. Mais d'une façon générale, c'était véritablement un rite considéré comme un rite d'un autre âge. Et voilà que dans ce Japon occidentalisé, en train de devenir une puissance industrielle, moderne, etc., voilà que le plus grand écrivain national se suicide de cette manière tellement spectaculaire. Évidemment, ça ne peut que faire du bruit. Quelle est la signification de ce geste que Mishima a voulu élaborer à l'extrême dans la plus pure esthétique japonaise, un geste qu'il prépare depuis des années? 5 ans plus tôt, Mishima avait réalisé un film en noir et blanc dans lequel un lieutenant nationaliste japonais ratait un coup d'État avant de se suicider par seppuku. Donc exactement ce qui lui est arrivé à lui. L'idée était évidemment pour se conjurer qui avait échoué, étant de conserver son honneur. Beaucoup de Japonais avaient vu dans ce film à la beauté dérangeante une dénonciation des valeurs traditionnelles des samouraïs. Or, en réalité, c'était tout le contraire. Le film était, comme vous le savez, prémonitoire, comme une répétition générale en quelque sorte de la propre mort de Mishima, comme si la vie devait imiter l'art d'une certaine manière. Les samouraïs, Mishima a toujours revendiqué leur héritage. Il descend par sa grand-mère maternelle d'une lignée de grands seigneurs de la guerre. Or, lorsqu'il naît lui-même en 1925 à Tokyo, 1 an avant l'accession de l'empereur Hirohito au pouvoir, le petit Mishima est kidnappé par sa grand-mère, une vieille femme malade, devenue un petit peu hystérique, pour ne pas dire même carrément folle, qui le séquestre dans une chambre de convalescente en lui interdisant d'aller jouer avec les autres enfants. Il va passer une drôle d'enfance, ce jeune Yukio Mishima. Il ne voit quasiment jamais la lumière du jour. Ça va durer comme ça près de 12 ans. Et pourtant, le petit Kimitake, parce que en fait c'est son véritable nom, aime passionnément sa grand-mère qui l'emmène de temps en temps voir des spectacles de théâtre japonais, de théâtre traditionnel, le kabuki. Il est fasciné par cette atmosphère peuplée de masques, de figures étranges, ces histoires assez fantasques qui le galvanisent. Il aime beaucoup Oscar Wilde, il lit beaucoup Andersen, on peut même dire qu'il en dévore les ouvrages, mais il préfère encore à tout cela ces histoires de massacres, de sang, de cruauté. Il dira plus tard « Déjà la mort, la nuit, le sang attirait mon cœur ». Adolescent, il entre au célèbre collège Gakushin, le collège de la noblesse
japonaise. C'est là d'ailleurs que l'empereur lui-même a fait sa scolarité. Il se passionne pour la littérature française, sera un grand lecteur de Proust, de Cocteau. Il lit les premiers textes littéraires. Il va écrire ses premiers textes littéraires. C'est là qu'il prend ce pseudonyme de Yukio Mishima pour se cacher de son père, qui ne voit pas tout ça d'un très bon œil, il faut le dire. Vous voyez que ces références d'Oscar Wilde à Marcel Proust, à Cocteau, sont véritablement les références d'une littérature esthétique, esthétisante, une littérature de dandy. Vous voyez ce qui intéresse évidemment notre invité d'aujourd'hui dans toutes ces affaires. La vie du jeune Mishima va complètement basculer avec la guerre du Pacifique. En 1941, il a 16 ans. Cette année-là, le Japon entre dans la guerre par l'attaque de Pearl Harbor. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter ça? Bien sûr. Entrée fracassante s'il en fut. La guerre s'empare de Mishima comme une notion philosophique, comme un art de vivre oublié, nous dit Jennifer Le Sieur. Elle lui rappelle ce passé splendide où les samouraïs mouraient pour leur seigneur. Le jeune Mishima se dit que cette guerre, pour lui, peut être une occasion sublime, celle précisément d'accomplir le geste suprême, de mourir dans l'honneur. Le spectacle de Tokyo sous les bombes va quasiment jusqu'à l'enthousiasmer d'une certaine manière, et dans son autobiographie « Les Confessions d'un masque », il dira « Je croyais que si je trouvais une mort glorieuse dans la bataille, ce serait une fin de vie pleine d'ironie dont je pourrais rire avec sarcasme et pour l'éternité du fond de ma tombe. » Quelque chose d'un peu morbide dans tout ça, je vous le concède bien volontiers. Février 1945, c'est l'heure pour lui d'aller se battre. Il reçoit son ordre de mobilisation, un papier rouge couleur de sang qui aurait terrorisé n'importe quel jeune japonais de son âge, mais pas lui. Lui, Mishima, vit ça comme une sorte quasiment de délivrance. Son heure est venue, c'est en tout cas ce dont il est persuadé. Seulement voilà, lors de la traditionnelle visite médicale, il a comme un réflexe de survie et in extremis, c'est comme si son inconscient le rappelait à l'ordre. Et tandis que le médecin est en train de l'ausculter, de le palper, il se met à simuler la tuberculose. Et il fait ça mieux qu'un acteur. Il dit au médecin avoir transpiré toute la nuit, craché du sang, etc. Et le médecin note sur son dossier « Inapte au service militaire, retour immédiat pour convalescence ». C'est vrai que ça n'est pas le moindre des paradoxes dans l'existence de ce jeune homme qui prétendait aller mourir au combat et dans l'honneur. Il sort en vérité de la caserne en courant et toute sa vie il va porter le poids de la culpabilité. Il regrettera ce comportement qui évidemment est un signe de lâcheté. En 1945, la guerre prend fin, les Américains se donnent pour mission de remodeler le Japon, qui déjà était un Japon très modernisé, mais alors là on va entrer vraiment dans la modernité totale. Le paysage autour de Mishima est complètement désolé. Imaginez Tokyo en ruine, en flammes. Lui-même se réfugie de plus en plus dans ses livres, dans ses histoires. Il plonge avec fureur dans l'écriture. Et bientôt, à défaut d'avoir pu mourir glorieusement pendant la guerre, il va se donner un nouvel objectif, devenir en tout cas le grand écrivain nippon de sa génération. Et pourquoi pas remporter le prix Nobel. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la vie fascinante de l'écrivain japonais Mishima. Alors avant qu'on reprenne le cours de cette vie et de cette mort qui a été mise en scène, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce Japon de l'empereur Hirohito ? Oui, alors Hirohito est empereur, donc je vous le disais tout à l'heure, depuis 1926. Il a inauguré l'ère Showa, qui veut dire la paix rayonnante. Mais ce petit homme timide à lunettes, vous savez qu'on avait très peu vu les empereurs du Japon jusqu'alors. Lui se laisse photographier, filmer, etc. Il est passionné de botanique. Disons-le, il a surtout inauguré l'ère de la guerre en Chine avec des atrocités que je ne rappellerai pas, commises pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il va falloir Hiroshima et Nagasaki pour que l'empereur finalement accepte de capituler le 2 septembre 1945. Et après la guerre, le Japon est complètement en ruine à tous les sens, au physique comme au moral. Les Américains occupent le pays. C'est le général MacArthur qui devient le gouverneur militaire du Japon, avec cette occupation par les GIs qui est vécue comme une humiliation par de nombreux Japonais et évidemment par Mishima plus que d'autres. Et d'autant plus que sous cette pression des Américains, l'empereur est contraint à faire une déclaration d'humanité. Il annonce qu'il n'a jamais été un dieu et qu'il n'est pas d'essence divine, c'est-à-dire qu'il renverse des centaines
des siècles, et on pourrait même dire des millénaires de tradition impériale divine au Japon. C'est un événement qui bouleverse complètement, qui révolte Mishima, qui écrira dans Les Voix des morts héroïques: les âmes nobles et courageuses sont ignorées. Si vous parlez de gloire, les araignées blanches vous rient au nez. Dans des jours semblables, comment l'empereur peut-il s'abaisser à n'être qu'un humain ? Vous voyez l'état d'esprit de Mishima, qui est devenu un écrivain reconnu entre-temps. Le pays a découvert cet homme au visage doux, aux gestes graves, au sourire calme. On est loin évidemment du Mishima provocateur qu'on connaîtra quelque temps plus tard. À seulement 24 ans, il a publié un livre qui a fait son succès, une autobiographie, donc Confession d'un masque. Il s'est trouvé un mentor en littérature, et le mentor en question, c'est Yasunari Kawabata. Kawabata qui évidemment va être une sorte de guide pour Mishima. Et toutes les nuits, on voit Mishima qui furieusement écrit jusqu'à l'aube, mettant en scène des personnages et des décors étranges, personnages étonnants, décors à la beauté fascinante. Dans Le Pavillon d'or, il raconte l'histoire d'un homme bègue et laid, fasciné par la beauté parfaite du Pavillon d'or de Kyoto, mais que peu à peu, cette beauté finit par happer, par engloutir. À cette époque, Mishima se met à fréquenter assidûment un certain nombre de bars homosexuels de Tokyo. Il faut imaginer ce que c'est que le Japon de l'époque. Vous avez à la fois des GIs en uniforme militaire, des Japonais en costumes occidentaux, des prostituées, des travestis, etc. Et lui va fréquenter les sous-sols enfumés de la capitale. Il explore sa sexualité, il explore son attirance pour les hommes. Il est tout petit, Mishima, il fait 1m55, il est un peu gringalet aussi, il faut bien le dire. Et il dira qu'il a eu son premier émoi sexuel adolescent devant une image de Saint-Sébastien, vous savez, le martyr, qui a révélé tant de sexualité. Or, au fil des années, on voit chez cet écrivain naître une volonté de reforger son corps. Ce qui me manque, c'est une conscience existentielle de moi-même, de mon corps, écrit-il. Ma mémoire des mots a nettement antécédé ma mémoire de la chair. Chez la plupart des gens, je présume, le corps précède le langage. Dans mon cas, ce sont les mots qui vinrent en premier. Ensuite, tardivement, selon toute apparence avec répugnance, et déjà habillée de concepts, vint la chair. Elle était déjà, il va sans dire, tristement gâtée par les mots. Et paradoxalement, cet homme si traditionnaliste va se mettre à pratiquer la musculation de manière intense. Il porte des chemises hawaïennes, il fait du sport, etc. Vous imaginez, c'est les salles de sport. Déjà, Mishima est très occidental, somme toute. C'est-à-dire qu'il a beau être favorable à ce Japon des samouraïs, il n'en lit pas moins tous les romans américains à la mode et français, il boit du porto, il fume le cigare, etc. Or, au fil des années, on va voir son corps devenir ce qu'il en avait rêvé. Il exhibe des muscles luisants, ce qui lui permet de réaliser son fantasme d'enfant, se joindre aux porteurs du mikoshi. Le mikoshi, c'est cette procession religieuse pendant laquelle vous avez des jeunes fidèles qui portent une espèce de lourd autel, de lourd sanctuaire en bois dans les rues de Tokyo, en criant en rythme des incantations sacrées. Et là, il est enfin dans cette espèce de communion des esprits et des corps. Il est au milieu de cette chair haletante. Ça lui parle, si vous voulez. Il a une sensation, nous dit-il, que les mots ne pourraient jamais faire jaillir. Et peu à peu, l'écrivain va se détourner de l'idéal d'humilité japonais. Il exhibe son corps, je vous le disais, il se fait photographier devant une grosse moto, vêtu uniquement d'un cache-sexe, ou bien lui-même en Saint-Sébastien d'ailleurs. Il reprend la pose du Saint-Sébastien de son adolescence, le corps criblé de flèches. En réalité, ce corps, s'il le sculpte, c'est pour mieux le détruire. Il considère qu'il faut mourir lorsque son corps est au sommet de sa beauté. Vous voyez déjà toute la logique qui est à l'œuvre. Or, à l'aube des années 60, le Japon est parcouru de troubles, d'émeutes. Il y a eu le renouvellement du traité de sécurité entre les États-Unis et l'archipel. Les étudiants de Tokyo se heurtent violemment à la police. Mishima, à son tour, va descendre dans la rue. Et il y a chez lui une sorte de fascination pour ces élans collectifs, si vous voulez. Il va écrire une nouvelle qui s'appelle Patriotisme. C'est celle-là même qu'il adaptera au cinéma avec le film dont je vous parlais tout à l'heure. Il va même jusqu'à créer sa propre
propre armée avec des étudiants d'extrême droite, la Takenokai, la société du bouclier, qui doit défendre l'empereur, l'esprit national. Enfin, vous voyez, là, on revient il a écrit un livre, entre parenthèses, fascinant qui s'appelle Le Japon moderne et l'éthique samouraï, où tout est dit d'une certaine manière de ce qui fait le fond même de sa pensée. Et peu à peu, en lui s'enracine cette idée qu'il faut mourir dans l'honneur pour aller retrouver l'âme du Japon. Il se plonge dans le Bushido, vous savez, ce livre des codes moraux du samouraï qui décrit le seppuku, cet acte ultime par lequel on sublime sa vie en la faisant devenir une mort idéale. On atteint là une forme de vide métaphysique. En 68, un certain nombre de rumeurs circulent. On dit que Mishima pourrait bien recevoir le prix Nobel de littérature. Or, le lauréat est annoncé, c'est bien un lauréat japonais, effectivement, mais ça n'est pas Mishima. C'est Kawabata, c'est son ancien menteur. Ouais. Et vous savez, pour Mishima, c'est une blessure d'orgueil infini. Il n'a même pas la force de cacher à la télé son propre désarroi. Il dit « Il faudra au moins 10 ans avant qu'un autre japonais ne soit récompensé par le prix Nobel ». Il a la conviction que son temps est fait, que sa vie est révolue. Il n'a que 43 ans à l'époque, mais l'idée que son corps puisse se délabrer lui est insupportable. Il lui faut finir dans une sorte de volonté subsumée, si vous voulez. Il doit maintenant mourir. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'écrivain japonais Mishima. On l'a vu, il est devenu écrivain mais aussi athlète. Il a un corps effectivement de sportif. Il a 43 ans et l'idée que son corps puisse se délabrer lui est insupportable. Il va donc décider de mourir. Oui, et puis ça fait partie de toute une philosophie, vous voyez. Qui depuis le départ, on pourrait presque dire que c'est une vie tendue vers un but. Et au matin du 25 novembre 1970, il se lève un peu plus tôt que d'habitude. Sa femme, parce qu'il est marié quand même, pour faire bonne figure. Ah vous oui, savez, d'accord. Sa femme, qui s'appelle Yoko, est déjà partie emmener les enfants à l'école. Et Mishima achève la dernière phrase de son dernier livre, qui s'appelle L'Ange en décomposition. Et sur son bureau, il laisse une petite note manuscrite. Et puis, avec 3 disciples de cette espèce de milice là, d'armée personnelle dont je vous parlais tout à l'heure, il se dirige en Toyota vers le quartier général de l'armée. Il a sur lui un poignard court, un sabre, une bouteille de cognac pour se donner du courage. Je ne suis pas sûr que le saké n'aurait pas été mieux venu dans une circonstance comme celle-là. Oui. Bref, les espèces de fanatiques, disons-le, vont prendre en otage un général de l'armée. Et puis Mishima sort sur le balcon du grand édifice militaire. Il porte un uniforme. Il a à la main un sabre. Il a un bandeau blanc sur le front. C'est le bandeau des samouraïs qui symbolise la détermination. Et devant une véritable foule complètement interloquée, il en appelle à la rébellion. « Restaurons le Japon véritable !» hurle-t-il. Seulement ces paroles sont recouvertes par les cris de la foule, par le bruit des hélicoptères également. Mishima rentre dans le bureau, il se met dans la posture traditionnelle, il s'assied sur les talons, il écarte les pans de sa veste et il va pratiquer le fameux seppuku. C'est une scène à la fois effroyable et très belle. Mishima l'a décrite lui-même, il l'a décrite mieux que personne des années plus tôt dans sa nouvelle Patriotisme qui a été adaptée à l'écran sur la belle musique de Wagner dont nous entendions tout à l'heure quelques accents. Son cri perça le silence de la pièce. La main droite sur le sabre, le lieutenant commença de s'entailler le ventre par le travers. Mais la lame rencontrait l'obstacle des intestins qui s'y emmêlaient et dont l'élasticité la repoussait constamment. Et le lieutenant comprit qu'il lui faudrait les 2 mains pour maintenir la lame enfoncée. Il appuya pour couper par le travers. Mais ce n'était pas aussi facile qu'il l'avait cru. Une goutte unique s'envola comme un oiseau jusqu'à Eriko pour se poser sur ses genoux et tacher sa robe blanche. Lorsque le lieutenant se fut enfin complètement éventré, la lame n'enfonçait presque plus et la pointe en était visible, luisante de graisse et de sang. Mais, saisi soudain d'une violente nausée, le lieutenant laissa échapper un cri rauque. Vomir rendait l'affreuse douleur plus affreuse encore et le ventre, qui jusque-là était demeuré ferme, se souleva brusquement. La blessure s'ouvrit en grand et les intestins jaillirent comme si la blessure vomissait à son tour.
La tête du lieutenant s'affaissait, ses épaules se soulevaient, ses yeux s'entrouvraient et un mince filet de salive s'échappait de sa bouche. L'or de ses épaulettes brillait dans la lumière. Il y avait du sang partout. Le lieutenant y baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé sans force, une main sur le sol. Eh bien, dites-vous que ce soir-là, ce soir du 25 novembre 1970, lorsque la femme de Mishima est rentrée chez elle, elle a trouvé sur le bureau la petite note dont je vous parlais tout à l'heure, et cette note disait « La vie humaine est brève, mais je voudrais vivre éternellement ». C'est une manière de survivre à ce que la vie a de trop, a de trop absurde que cette pratique du seppuku. Bonjour Daniel Salvatore Schaeffer. Bonjour Franck Ferrand, bonjour. C'est une façon de se survivre à soi-même ? C'est en tout cas une façon d'esthétiser sa mort. C'est une manière, pour Mishima en tout cas, et pour ceux qui pratiquent ce genre d'exercice, et pour certains artistes en général, c'est une manière pour nous mortels de devenir éternels à travers la ritualisation, la mise en scène de la mort, ce que fait Mishima. Alors, dans le texte que nous venons d'entendre, Mishima décrit le harakiri simple. Oui. Lui a pratiqué ce qu'on appelle le seppuku, c'est-à-dire qu'ensuite il est carrément décapité. Oui, c'est ça, c'est la variante la plus noble de l'harakiri. L'harakiri qui consiste à s'ouvrir les entrailles. Et puis le seppuku va beaucoup plus loin parce que là, c'est carrément se décapiter. Et c'est un disciple, un assistant qui achève le geste, puisque bien sûr, la personne qui pratique le seppuku meurt bien avant de terminer, d'achever son geste. Donc c'est la variante la plus noble, la plus héroïque de l'harakiri. Considéré comme belle par les samouraïs, mais quand on dit belle, ça n'est pas belle sur un plan esthétique. On l'a vu, la description qui vient de nous être lue n'est pas très affriolante. C'est plus ça tient plus à l'héroïsme. C'est ça. Il ne faut pas oublier que, vous l'avez très justement rappelé, que Mishima est un grand lecteur d'Oscar Wilde. Mais Mishima connaît aussi la littérature occidentale. Il a lu notamment Baudelaire, pour qui le dandysme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Or, Mishima considère que le Japon de son époque vit une époque de décadence, et donc cet acte pour lui est un acte héroïque, le dernier éclat dans les époques de décadence, et là il se réfère expressément à Baudelaire dans son texte « Le peintre de la vie moderne ». Et puis Mishima aussi a lu Lord Byron, qui meurt sur un champ de bataille, en se battant aux côtés des Grecs à Missolonghi contre le joug de l'Empire ottoman. Alors nous allons revenir un instant sur la mort de Mishima, et puis sur la mort d'un certain nombre de ceux qui ont mis leur départ en scène, de Socrate à David Bowie. Votre ouvrage s'appelle « Traité de la mort sublime ». Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur d'une émission consacrée à l'histoire de la mort et de l'art de mourir avec votre invité Franck Daniel Salvatore Schaeffer. Il est professeur de philosophie de l'art à l'École supérieure de l'Académie royale des beaux-arts de Liège et il est l'auteur du traité de la mort sublime, l'art de mourir de Socrate à David Bowie, paru chez Alma Éditeur. Et vous êtes très nombreux à réagir pendant cette émission sur les réseaux sociaux. Erwan nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH « Mishima, j'ai adoré ses romans. L'homme m'a rebuté. Est-ce que c'était un Céline japonais ? » Ah, voilà une question. On pourrait presque parler de littérature ou de morale comparée. Daniel Salvatore Schaeffer, est-ce qu'on peut dire de Mishima qu'il est un Céline japonais ? Oui, la question est très très bonne, une question très pertinente de votre éditeur. Mais plus que Céline, je pense à Drieux La Rochelle. À Drieux, l'auteur de Gilles et du Feu follet, qui se suicide après la défaite du Troisième Reich, après le nazisme, puisque Drieux, hélas, pour lui, avait été un collaborateur, et il se suicide, voyant que les choses vont mal pour lui. C'est plutôt à cette esthétique-là de Drieux La Rochelle que quelqu'un comme Mishima a reconduit, à mon sens. Avec une dimension, comment pourrait-on dire, plus ouverte à la vie et à ses plaisirs. C'est un hédoniste, néanmoins. Mais il ne faut pas oublier que le dandysme, et vous le savez, je l'ai souvent dit, d'ailleurs dans cette émission même, oui, où vous m'avez invité, que le dandysme est un mixte d'hédonisme épicurien
et d'ascèse stoïcienne. C'est très intéressant. C'est fondamental pour comprendre ce qu'est le dandysme en profondeur. On le voit chez Baudelaire, on le voit chez Byron, qui meurt au pays de la mort honorable, comme il dit. Et Dieu sait si c'est un thème cher à Mishima. C'est un mixte d'hédonisme épicurien, la jouissance, le plaisir, avec modération, avec sagesse, mais aussi une véritable discipline, une discipline de l'âme, comme dit Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne. Et d'ailleurs, Baudelaire dit qu'il assimile d'une certaine manière le dandysme à une religion, une mystique athée, un dieu profane. Il y a l'idée de se créer soi-même, en quelque sorte. Hein. C'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde, faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante. C'est ça, faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante, sauf que des gens comme Mishima ou comme David Bowie, duquel on va parler, de leur mort, ils font aussi, eux, en plus de leur mort, une œuvre d'art. C'est en cela qu'ils sont quelque part des dandys absolus. Quelque chose de japonisant aussi chez David Bowie, d'ailleurs. Mais oui, le film Furio, où d'ailleurs on voit David Bowie enterré, vivant. Seule sa tête sort du sable. Et c'est un film à la fois très esthétisant, mais aussi très cruel, avec des relents bien sûr aussi homosexuels. Le côté androgyne de Bowie. Bowie adorait le kabuki. Le théâtre kabuki, il adorait le théâtre japonais. Japonais où tous les rôles de femmes sont aussi joués par des acteurs Et puis je hommes. voudrais aussi rappeler le très très beau livre, la très très belle étude de Marguerite Yourcenar, Mishima ou l'obsession du vide, qui est une espèce de réponse spéculaire à cette autre très belle étude de Yourcenar sur Oscar Wilde, étude qui s'appelle Rue des Beaux-Arts. Et donc Wilde de Mishima, son plus beau texte philosophique s'intitule « La vérité des masques ». La vérité des masques. Or, le premier grand livre de Mishima, récit autobiographique à l'âge de entre 24 et 25 ans, s'intitule « La confession d'un masque ». Parce que le masque, l'avatar, la multiplication des personnages, des masques, est un thème éminemment dandy, comme faire Bowie avec tous ses avatars, Ziggy Stardust, Aladdin Sane et compagnie. Donc là, il y a une véritable cohérence depuis Lord Byron jusqu'à Bowie, en passant par Baudelaire et Mishima. Et vous avez cité Marguerite Yourcenar, bien sûr, qui est l'auteur d'Alexis ou le traité du vain combat, après tout, qui est l'auteur bien sûr des célèbres mémoires d'Adrien. Ce sont toujours des visions sombres de l'homosexualité qui sont offertes également. Et puis surtout de Marguerite Yourcenar, l'œuvre au noir, ou Zénon, le stoïcien. Zénon se suicide dans le livre de Yourcenar. Les dernières pages qui se passe à la Renaissance, donc. C'est ça, oui, ça se passe à Bruges, dans les Flandres, à Bruges. Et Zénon, stoïcien, alchimiste, qui cherche la pierre philosophale, eh bien, finit par se suicider. Ce sont les dernières lignes de l'œuvre au noir, magnifiques. Et là, de nouveau, on retrouve Mishima, on retrouve cette esthétique mortifère, mais comme sublimation, comme œuvre d'art, la mort comme ultime étape de la vie. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'art de mourir de Socrate à David Bowie. C'est aussi le titre du dernier livre de Daniel Salvatore Schiffer qui est votre invité, Franck, paru chez Alma Éditeur. Daniel Salvatore Schiffer est professeur de philosophie de l'art à l'École supérieure de l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Alors pour les passionnés d'histoire de ma génération, l'homme de la mort, si je puis dire, c'est Philippe Ariès, oui, bien sûr. Qui a écrit L'homme devant la mort. Il y a aussi L'homme et la mort d'Edgar Morin, si l'on veut. Absolument, oui. Il y a comme ça un certain livre sur la mort, mais... Et puis le livre de Yankelevitch, La mort. Ce sont les 3 auteurs, à mon avis, qui, en France, en tout cas, qui ont le mieux écrit sur la mort, c'est Philippe Ariès, mais alors, Morin et Yankelevitch. Chez Ariès, et comme chez Morin d'ailleurs, il s'agit d'étudier, j'allais dire, de l'extérieur un phénomène. Vous nous faites vivre de l'intérieur une esthétique. C'est assez différent, oui, Daniel. C'est-à-dire que ce que fait Philippe Ariès, c'est une histoire de la mort en Occident. C'est le titre, de sous-titre de son essai. Là, c'était un point de vue historique. Voilà. Ce que je fais dans mon livre, c'est à la fois une histoire de la manière de mourir depuis Socrate jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'Antiquité gréco-romaine à nos jours, tout en y ajoutant, je pense, une dimension à la fois philosophique, voire métaphysique, et esthétique, artistique. Car les exemples que vous choisissez n'ont pas seulement pensé la mort, ils l'ont, si je puis dire, vécu de manière assez spectaculaire. Les deux exemples que vous donnez dans le sous-titre de votre ouvrage, c'est Socrate et David Bowie, dans des registres différents, mais l'un comme l'autre ont
ont joué leur mort, si Mais je oui, puis dire. parce que Socrate est accusé par les Athéniens, dans la cité athénienne, d'avoir dévergondé la jeunesse. Il est accusé de débauche, il est condamné à mort. Et plutôt que de subir la loi, le tribunal, la mort de ses bourreaux, de ses juges, il préfère se donner lui-même la mort en buvant la ciguë. C'est pour Socrate l'acte suprême de la liberté, comme dit Albert Camus d'ailleurs, dans le mythe de Sisyphe, sous-titre Essai sur l'absurde. La véritable question philosophique, c'est celle du suicide. Ce sont les premières lignes du mythe de Sisyphe. Pourquoi ? Parce que nous ne choisissons pas notre naissance. Nous ne choisissons pas le lieu et le moment de notre naissance. Mais nous pouvons choisir le lieu, le moment et la manière de mourir. En cela, pour Socrate et pour Camus, c'est l'acte suprême de liberté. Ce n'est pas un acte de lâcheté, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est une manière de se réapproprier et de faire sien son destin. C'est l'acte absolu de liberté pour Socrate et pour Camus et pour tout un pan de la philosophie. Pensons au grand philosophe Heidegger, pour qui l'être humain est un être pour la mort, puisque c'est vers là que nous allons. Autant choisir le moment et la manière dont nous allons mettre fin à notre vie, la mort, comme ultime étape, ultime chemin de la vie. Voilà. Je me rappelle un professeur de philosophie qui, dans les petites classes de philo, vous savez, avait noté sur le tableau « Philosopher, c'est apprendre à mourir », la phrase de Montaigne. C'est ce que dit Platon dans le Phédon. Donc Platon, le premier disciple de Socrate, dans le dialogue Phédon, Platon dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et Montaigne, effectivement, dans le chapitre 20 du livre 1 de ses essais, c'est le titre, dit « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Donc c'est le sens même de la vie et de la mort qui est là en jeu. C'est pourquoi je me suis penché sur cette problématique et faire de la mort une œuvre d'art, puisqu'il faut mourir, accepter la mort, mais en faire une œuvre d'art afin que les êtres mortels que nous sommes, parce qu'il ne faut pas nier bien sûr la mortalité, nous sommes des êtres mortels, mais à travers l'œuvre d'art, nous pouvons devenir éternels. L'art rend éternel. Je me demande si notre émission cet après-midi n'est pas en train de flirter avec un tabou. Finalement, est-ce que notre société actuelle n'a pas progressivement évincé la mort et fait en sorte qu'on ne l'évoque pas, sinon dans les rubriques dramatiques de certains journaux ? Mais bien sûr, mais vous avez tout à fait raison, c'est le grand paradoxe. Je pense que la mort est le dernier tabou de notre société, bien plus que le sexe s'exhibe. Le sexe se montre, le sexe se vend, mais pas la mort. La mort est reculée, la mort est cachée, les cimetières sont dans les périphéries, les banlieues des villes, alors que Philippe Ariès l'a démontré, dans l'Antiquité grecque, romaine, au Moyen-Âge, elle faisait partie de la société, les cimetières étaient au centre des villages, juste à côté des églises, et la mort est refoulée, interdite avec la naissance du capitalisme et du matérialisme qui vient un peu après la Renaissance. Et c'est un grand paradoxe parce que jamais nous n'avons été autant entourés par la mort, avec toutes les grands disparus ces derniers temps, Johnny Hallyday, Jean d'Ormesson, Amy Winehouse, Michael Jackson, Leonard Cohen, Prince, France Gall, il y a très peu de temps. Donc nous sommes entourés de morts, et il y en aura toujours plus parce qu'ils font partie de notre génération. Nous sommes entourés par la mort, par des grands disparus, des grands défunts, alors que la mort est cachée partout. C'est là le grand paradoxe, et j'essaye de dynamiter cette peur de la mort. Anissa parlait pendant l'interruption, là, il y a un instant, du grand entretien que vient d'accorder Alain Delon au magazine Paris Match. Ouais. Effectivement, il y a plusieurs plages où dans il fait beaucoup d'allusions Match. à la mort, où tout en quelque sorte tourne autour de cette thématique. Quasiment tout l'entretien est autour de la future mort d'Alain Delon. En tout cas, il y réfléchit beaucoup, il y pense beaucoup. Il y a des photos de lui sur sa future tombe, il y a des photos de lui présentant son futur lit de mort, il y a des photos de lui présentant l'endroit où sont enterrés ses chiens. Et effectivement, tout l'entretien tourne autour de ça. Nous avons tout à l'heure diffusé un extrait de La Servante au grand cœur dans la voix de Léo Ferré, sur les notes de Léo Ferré. Sublime. Celui qui, peut-être de tous les grands écrivains français, a le plus œuvré à transformer la mort, à la sublimer en œuvre d'art, c'est Baudelaire, d'une certaine manière. Mais Baudelaire, les grands poèmes sur la mort des artistes, la mort des pauvres, la mort des amants, puis La Servante au grand cœur, et puis le mort joyeux, Baudelaire bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est la sublimation ? C'est le sens profond, philosophique, métaphysique du mot sublime tel que je l'entends. Bien sûr que la mort au départ n'est pas belle, bien sûr qu'elle fait peur, mais il faut la sublimer, c'est-à-dire la transcender, l'accepter, ce qui est la quête philosophique par excellence, l'accepter, non pas de façon morbide,
et passive. Mais l'accepter, la transformer, la dépasser, c'est une espèce de résilience, pour employer un terme de la psychologie moderne, et si possible, la transformer en œuvre d'art, afin d'acquérir une espèce d'éternité. C'est ce qu'a fait notamment David Bowie dernièrement. Alors, à côté de Baudelaire, il y a le grand Chateaubriand et ses Mémoires d'outre-tombe, qui est une manière aussi de se rendre et immortel. Il contemple le monde. Là, pour le coup, c'est le monde déchu, le monde d'hier. Oui, c'est le monde d'hier, c'est le monde Napoléon a perdu, c'est le monde d'hier, pour reprendre le très beau terme de Stefan Zweig, qui est le titre de peut-être son plus beau livre, c'est le monde d'hier. Chateaubriand s'apprête à quitter ce monde, mais sans regret, de façon presque paisible. C'est exactement ce que dit Alain Delon dans cet entretien dans Paris Match, le monde d'hier qu'il quitte sans regret. C'est assez passionnant et je pense que cette émission aura des répercussions pour ceux qui voudraient s'y plonger davantage. Évidemment, votre livre est là, publié chez Alma Éditeur, Traité de la mort sublime, l'art de mourir, de Socrate à David Bowie. Le titre en soi est provocateur et dandy, comme vous le savez l'être vous-même, Daniel Salvatore Schiffer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Pour ceux qui voudraient se replonger également dans Mishima, il y a cette belle biographie inédite chez Folio de Jennifer Le Sieur, Mishima, et puis bien sûr de Marguerite Yourcenar, Mishima ou la vision du vide, également publié chez Folio. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors, chaque jour, en fin d'émission, Franck, vous nous proposez de revenir sur les origines d'une expression, d'une tradition. Aujourd'hui, c'est de vêtements dont on va parler et de sous-vêtements. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on le fasse de façon chronologique. Allez-y, mais écoutez, posez vos questions. J'essaierai d'y répondre. On va commencer par le début. C'était quoi les sous-vêtements à l'Antiquité ? Alors, à l'époque antique, il y a peu de sous-vêtements. En tout cas, on va partir de la Grèce antique, si vous voulez bien, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les civilisations. Mais vous savez que c'est le corps masculin qui est à l'honneur dans la civilisation gréco-romaine. Les femmes sont quand même incitées à dissimuler ou en tout cas à tenir, si je puis dire, leur forme. Elles se bandent notamment la poitrine, elles se bandent les hanches également, les Grecs. Quant aux hommes, alors ça c'est plutôt à Rome, ils portent ce qu'on appelle le subligaculum, qui est une sorte de petit pagne qui est là uniquement pour protéger les parties intimes. Bon, et au Moyen-Âge, c'était quoi les sous-vêtements ? Au Moyen-Âge, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne porte rien en bas, si je puis dire. En tout cas, dans toute une grande partie du Moyen-Âge, on porte une chemise simplement. Les femmes ont une longue chemise de toile blanche qui est un peu plus confortable, qui permet d'éviter notamment le frottement des vêtements contre la peau, si vous voulez, notamment les vêtements qui sont faits parfois dans des tissus très riches ou qui peuvent être très irritants. Les hommes se mettent à porter cette chemise à partir du 14-15e siècle, mais vous voyez, on voit d'ailleurs le cas des bourgeois de Calais, on avait raconté ça. Et à l'époque, être nu, ce qu'on appelait nu, c'est de ne porter que la fameuse chemise, qui était plus ou moins longue. Et puis, j'ai envie de dire, c'est tout. On ne va voir apparaître les culottes, si vous voulez, encore une fois, pour les sous-vêtements, que de façon extrêmement rare, sporadique, pour des cas bien particuliers. Les jeunes filles, notamment, sont autorisées à porter des espèces de petites culottes qui sont quand même assez longues et bouffantes. Oui, c'est des pantacours. Oui, jusqu'à la puberté, disons, à peu près. Bon, à la Renaissance, ça évolue. Après, sinon, il y a les jupons et tout ça. Oui, bien sûr, sous les robes, bien sûr. Oui, alors ça évolue à la Renaissance, notamment, alors c'est un des exemples qu'on pourrait citer, mais c'est Catherine de Médicis, vous savez, qui, étant une grande cavalière et refusant souvent de monter en Amazone, va répandre l'usage de la culotte. Alors là, oui, ça va commencer à se répandre. Les hommes aussi se mettent à porter sous leur haut de chausse des espèces de caleçons, si vous voulez. Et au début du 19e siècle ? Alors là... ça avance un petit peu ? Oui, on voit le caleçon passer des hommes aux femmes, si je peux dire. On a des femmes qui vont troquer les jupons pour la culotte, question de décence, d'hygiène. Il y a une forme de revendication peut-être aussi, de modernité d'une certaine manière. Et c'est en 1889 seulement que Hermine Cadol, qui est la fondatrice de la maison Cadol, va permettre aux femmes de régler la question de que faire de cette poitrine toujours qu'on lasse, qu'on bande, etc. Donc c'est là qu'arrive le soutien-gorge ? C'est le soutien-gorge, vous imaginez, qui est présenté sous le nom Bien-être lors de l'exposition universelle de Paris. Et puis en 1918 seulement, Pierre Valton va créer, avec la marque Petit Bateau, vous savez, il invente les premières culottes courtes. Finalement, vous voyez que c'est un sujet c'est très récent quand même. Qui pouvait être développé. Effectivement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.